Un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes de For You Media Africa. Je rappelle que vous nous regardez sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube For You Media Africa. Nous écoutez sur la 96.3 FM. Ce matin, deux actualités ont retenu notre attention et on parle des rapports Chine-Afrique ou alors Afrique-Chine. Ce sont quelques pays qui seront visités par le nouveau ministre des Affaires étrangères. Il s'agit de Qin Gang. Il s'agit également de l'Angola, du Bénin et puis du Gabon, de l'Égypte et puis de l'Éthiopie. Ces différents pays qui seront visités par le nouveau ministre des Affaires étrangères jusqu'au 16 janvier prochain. Sur les terres africaines, comment se passeront les nouvelles attaches, les nouveaux partenariats? En tout cas, on essaye également de revenir sur cette relation Chine-Afrique qui d'ailleurs est l'une des plus anciennes en termes de partenariat. Pour quels enjeux celui-ci vient sur le territoire africain? Il faut également rappeler que c'est une coutume pratiquement chez ces ministres des Affaires étrangères. Les tournées démarrent toujours en Afrique. Deuxièmement, on parlera du Brésil dans cette émission. Vous le savez certainement, des émeutes ont eu lieu du côté du Congrès, du palais présidentiel, sans oublier la Cour suprême. Des partisans bolsonaristes sont accusés d'avoir tenté de déstabiliser l'État. Mais derrière, qui tire donc les ficelles puisque Jair Bolsonaro a fait une sortie dans laquelle il sort totalement du champ des accusés pour rappeler qu'il ne s'agit pas d'une de ses manœuvres. On rappelle également son absence lors de l'investiture du président Lula da Silva. Aujourd'hui, quelque chose qui donne tout de même à s'interroger sur les rapports des deux présidents durant tout simplement la magistrature de Lula da Silva. Rappelez également que celui-ci n'a pas comme meilleur ami les pays occidentaux. Qui tirent donc les ficelles? Des questions auxquelles on répondra dans cette émission avec notre panel. Dr Songo sera sur ce plateau, Tché Elou Lawson également. Je n'oublierai pas le docteur Lagmé. On en parlera avec ces trois experts sur ce plateau. Mais avant, on revient également sur les autres actualités, celles-là que nous ne pouvons pas évoquer totalement dans cette émission. C'est donc le round-up de l'actualité d'hier soir et puis de ce matin, après quoi la revue de presse. Bienvenue à cette émission For You matin du 10 janvier 2022. Fondé le 8 janvier 1912, avec pour vocation la lutte contre la discrimination raciale du gouvernement blanc, l'African National Congress a célébré dimanche dernier le 111e anniversaire de son existence. Une commémoration qui intervient quelques semaines après la réélection à la tête du parti de l'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa. La cérémonie qui a eu lieu au stade Molemela à Bloemfontein a vu la participation de nombreux militants venus manifester leur attachement à l'emblématique parti qui, le 27 avril 1994, a cédé finalement au pouvoir à l'issue des premières élections multiraciales qui ont eu lieu dans la nation arc-en-ciel. 29 ans plus tard, l'ANC est toujours au pouvoir, mais l'image du parti est de plus en plus écornée par une série de scandales touchant jusqu'à son élite. Le président Cyril Ramaphosa, lui-même impliqué dans une affaire de cambriolage, est passé à côté d'une procédure de destitution. Malgré cela, l'actuel dirigeant sud-africain a promis dans son discours de renforcer la lutte contre la corruption. Bien avant lui, les successeurs de Nelson Mandela, le premier président noir d'Afrique du Sud, ont tous cumulé des blâmes. Ce qui amène aujourd'hui une certaine opinion à penser que malgré des décennies de combats, de sanctions internationales, de chants, de morts et souvent de larmes, l'ANC finalement au pouvoir n'a pas été à la hauteur des immenses espérances. Bien plus, les héritiers du père de la nation ont d'une certaine manière gâché l'héritage de Madiba. Selon le calendrier électoral en cours d'exécution, le mercredi 11 janvier prochain, la Sénat communiquera les résultats provisoires des élections législatives. La date pourrait même être décalée, mais la Sénat devrait normalement fournir ses chiffres avant la fin de la semaine. Car ces dernières années, elle s'est véritablement appliquée à rester rigoureusement dans un délai de 72 heures. La proclamation des résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée nationale est donc confiée à la Sénat par le code électoral de son article 16, selon cette disposition de la loi pour le compte des élections législatives. Du côté de l'opposition, ce sont des appels à la retenue qui ont pignon sur rue.
C'est le cas du président du Parti des démocrates, M. Eric Oundete, qui, à travers un communiqué rendu public le dimanche 8 janvier 2023, tout juste après la fermeture des postes de vote et la fin des dépouillements. À la lecture du dit communiqué, il a tenu à remercier ses militants pour toutes les initiatives prises dans le sens de protéger les résultats des urnes, mais il les invite par ailleurs au respect du code sur le numérique et à la retenue. Il a rappelé à cet effet que seule la Commission électorale nationale autonome est habilitée à donner les résultats partiels de cette élection législative et par ailleurs, il leur a fait savoir qu'il existe des voies de recours pour le contentieux électoral qui sont prévues par la loi. Et donc les 7 partis politiques en compétition seront donc fixés sur leur sort dans un futur très proche. Il faut noter que contrairement aux législatives passées, seuls les partis ayant obtenu 10% des suffrages exprimés au plan national participeront à la répartition des 109 sièges au sein du Parlement 9e législature. Alors qu'une partie de la société civile et de la classe politique agite l'épouvantail de la reprise des manifestations de rue, les autorités de la transition apaisent, prêchant l'unité et la cohésion pour faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. Cet appel intervient alors que ces derniers jours, l'on a constaté un regain de tension. À l'origine, les menaces de reprise des manifestations brandies par le FNDC, soutenues par une partie de la classe politique qui exige le retour du gouvernail au civil. Il est important de rappeler que l'organe législatif de transition en Guinée, qui doit décider de la date du retour des civils au pouvoir, a tenu samedi 5 février 2022 sa toute première réunion, 5 mois après le coup d'État qui a renversé l'ancien président Alpha Condé. C'était une des exigences de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, pour un retour à l'ordre constitutionnel. Selon les membres du gouvernement, les Guinéens doivent œuvrer ensemble avec le même état d'esprit afin de sauvegarder leur cohésion sociale et construire leur pays à la prospérité souhaitée. Pour le Premier ministre, le docteur Bernard Gomoulé, qui souhaite justement que cette transition soit la dernière, qu'elle soit la plus apaisée que possible afin de faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. Pour lui, l'héritage est visiblement lourd, ce qui justifie cet appel qui invite ainsi les Guinéens à être unis, agir dans l'intérêt collectif et bien sûr être résilients à toute épreuve. Après 181 jours de détention à Bamako au Mali, les 46 derniers soldats ivoiriens ont atterri samedi dernier peu après minuit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan après avoir quitté Bamako et transité par Lomé à bord d'un avion de l'armée de l'air de leur pays. À Lomé, ils ont été reçus par le président Fordia Simbi. L'objectif de cette escale étant d'exprimer la gratitude des soldats et de la Côte d'Ivoire tout entière au médiateur pour sa gestion de cette crise et pour son leadership. Interpellé, arrêté et écroué le 10 juillet 2022 pour attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation et la terreur, tous ont été reconnus coupables et condamnés le 30 décembre 2022 à 20 ans de réclusion criminelle pour les 46 soldats dernièrement sortis de prison et à la peine de mort par contumace pour les 3 autres, toutes des femmes libérées au mois de septembre 2022. La grâce présidentielle accordée par le président Assimi Goïta, bien que saluée par bon nombre d'observateurs, peut-elle véritablement contribuer au dégel des relations diplomatiques entre les deux pays ou alors permettre à Bamako et Abidjan d'enterrer définitivement l'âge de guerre? Tout laisse croire que non, car il existe une possibilité que les choses repartent en vrille du fait des personnalités des 2 chefs d'État. D'un côté, Alassane Dramane Ouattara, qui parle certes d'un retour à la normale des relations, mais qui à chaque fois qu'il en a eu l'occasion, n'a pas cessé de qualifier les autorités maliennes de jantes, allant même jusqu'à soutenir les sanctions infligées par la CEDEAO au lieu-moi. Aussi, en qualifiant les soldats ivoiriens, le président Ouattara a parlé de héros, alors que Bamako les considère comme des mercenaires déstabilisateurs en mission commandée. De son côté, le président de la transition malienne parle d'une décision souveraine et indépendante, celle de gracier les soldats ivoiriens, pas sûr qu'elle fasse l'unanimité au moment où l'on n'est toujours pas fixé sur le contenu du mémorandum d'accord signé à Bamako le 22 décembre 2022. Aussi, l'on est également en droit de s'interroger si Bamako gagne-t-il réellement au change
car jadis la libération de ces mercenaires était conditionnée à l'extradition des personnalités politiques maliennes vivant en Côte d'Ivoire. Les cas notamment de Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, et de Tieman Hubert Coulibaly, ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères. Chose qui n'a visiblement pas été faite, d'où cette nouvelle interrogation. Bamako se contentera-t-il de libérer les soldats ivoiriens sans rien attendre en retour d'Abidjan? Quoi qu'il en soit, les mouvements des deux capitales seront désormais scrutés de près. L'ONU, à travers le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a appelé le 7 janvier les autorités de la transition au Burkina Faso à mener une enquête après la mort de 28 civils dans une attaque la veille du Nouvel An. Les faits remontent à la nuit du 29 au 30 décembre 2022 dans la ville de Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi, dans la région de la boucle du Mounoun, dans le nord-ouest du Burkina Faso, où les représailles, suite à une attaque a priori terroriste, a fait des victimes civiles estimées à au moins 28 personnes. Afin d'apporter de la lumière à cette affaire et que les responsabilités soient situées, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme appelle les autorités burkinabées à demander des comptes à tous les responsables, quelle que soit leur position ou leur rang. Dans le communiqué pondu à cet effet, Volker Türk dit avoir envoyé une lettre au ministre burkinabé des Affaires étrangères, tout en soulignant en une phrase que les victimes et leurs proches ne méritent pas moins. La situation sécuritaire au Burkina Faso reste encore alarmante, malgré les combats menés par les différents gouvernements qui se succèdent. Les chiffres officiels font état de 40% du territoire qui échappe au contrôle de l'État. Le gouvernement actuel, mené par le président Ibrahim Traoré, fait de la lutte antiterroriste son cheval de bataille, bien que subissant les assauts des Nations Unies, lui reprochant son illégitimité du fait d'avoir obtenu le pouvoir par coup d'État le 30 septembre 2022. Les limitations des retraits d'argent liquide entrent en vigueur ce lundi 9 janvier 2023 au Nigeria. Les Nigérians ne pourront plus retirer que 20 000 naira par jour dans une limite de 500 000 naira par semaine, car le pays, le plus peuplé d'Afrique, fait face à une inflation de 21%, un record jamais atteint depuis 2005. Selon le gouvernement, cette mesure vise à contrôler la masse de billets en circulation. Ces décisions du gouvernement ont suscité des réactions mitigées de la part des experts et du grand public. Selon les experts, ces restrictions viseraient à limiter la circulation de l'argent liquide en dehors du système bancaire et à encourager les paiements électroniques, notamment l'utilisation de la monnaie électronique e-Naira. Les experts voient également en ces restrictions un moyen de décourager l'achat des voix et de limiter la corruption des hommes politiques, pratique courante au Nigeria avant l'élection présidentielle du 25 février prochain. La Banque centrale nationale a affirmé que les limites de retrait en espèces permettront à la banque de travailler plus étroitement avec la Commission nationale des crimes économiques et financiers pour réprimer les transactions illégales. L'institution a également indiqué que les distributeurs automatiques délivreront seulement des coupures de 200 naira au moins. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. McGill Construction Corporation, l'entreprise canadienne en charge des travaux de construction du complexe sportif d'Olembi à Yaoundé, a décidé de façon officielle d'abandonner les chantiers qui lui ont été confiés après le retrait de l'Italien Piccini, jugé incompétent par le gouvernement camerounais. Cet arrêt des travaux du constructeur canadien n'est pas le premier, mais cette fois la pilule est difficile à digérer pour le grand public camerounais, car cette annonce, contrairement aux précédentes, marque une rupture définitive de contrat. Dans une correspondance datée du 3 janvier 2023 et adressée au secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Moulé Kombi, révèle que le constructeur canadien a mis en place des stratagèmes pour gonfler artificiellement ses prestations à travers le ralentissement des travaux, le arrêt pur et simple des surfacturations, des doubles facturations, la rémunération exponentielle du personnel expatrié, une escroquerie financière à laquelle McGill devra répondre devant les instances internationales de juridiction. Pour l'homme politique Serge Espoir Matomba, en l'occurrence premier secrétaire du Parti Peuple Uni pour la rénovation sociale en Abogé-Perse, il s'agit d'une escroquerie de trop, d'un braquage à ciel ouvert avec la complicité des pontes du régime. L'honorable Cabralibi, dans un tweet, parle d'un des scandales financiers les plus spectaculaires du Cameroun ces 10 dernières années. Dans ce même élan d'indignation, d'aucuns s'offusquent du savoir-faire local lésé au profit de l'expertise étrangère.
Mon sentiment après le départ de McGill est un grand sentiment de déception. Je pense que c'est le sentiment qui anime tous les Camerounais fiers et jaloux de leur pays. Parce que voir tout cet argent qui est dilapidé comme ça par des entreprises étrangères, alors qu'on peut, avec beaucoup d'investigation et de sérieux, avoir une expertise locale, même si on a un accompagnement extérieur qui pourrait faire l'affaire, de monter des stades sur place au pays. Je pense que quand on voit tout ça, on est très mal. Maintenant, quand nous regardons les chiffres qui sont évoqués par notre ministre des Sports, à coût de milliards pour un travail qui peut se faire ailleurs à moindre coût, on est écœuré, vraiment énervé. Et on pense qu'il faille faire quelque chose rapidement pour le bien de notre jeunesse. C'est vraiment éprouvant et personnellement, j'en suis très très déçu. Malgré les arguments évoqués ça et là, un mot revient sur toutes les lèvres. Déception. Débuté il y a près de 12 ans, les travaux du complexe sportif d'Olambe, qui selon une certaine opinion devra porter le nom de Paul Biya, ne sont toujours pas achevés. D'une capacité de 60 000 places et doté entre autres d'une piscine olympique, des terrains de volley et basketball, un musée, des galeries, un hôtel prestigieux, le complexe sportif d'Olambe a déjà englouti près de 200 milliards de francs CFA. Plus qu'un serpent de mer, il est devenu une véritable malédiction. Nous allons tous les retrouver, ils seront tous punis, a menacé Luis Inácio Lula da Silva dans l'état de Sao Paulo, où justement il était en déplacement quelques heures après des violentes manifestations des partisans de Bolsonaro sur les lieux de pouvoir à Brasilia. Les qualifiant de vandales fascistes, le nouveau président brésilien a décrété une intervention fédérale sur les forces de l'ordre pour reprendre en main la sécurité de la capitale. Ils devront payer devant la justice pour tout ce qu'ils ont fait, a-t-il ajouté. La police brésilienne a en effet d'abord échoué ce 8 janvier de repousser des centaines de partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro voulant pénétrer dans le Congrès une semaine après l'investiture du président Lula. La zone autour du Congrès avait été bouclée par les autorités, mais les bolsonaristes qui refusent d'accepter l'élection de Lula sont parvenus à rompre les cordons de sécurité et plusieurs dizaines d'entre eux sont montés sur la rampe de ce bâtiment de l'architecture moderne pour en occuper le toit puis l'intérieur. Jair Bolsonaro, qui a été battu d'une courte tête par Lula au second tour de la présidentielle le 20 octobre, a quitté le Brésil en fin d'année pour rejoindre les États-Unis. C'est la fin d'une pagaille presque inédite au Congrès américain. Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 janvier 2023, le républicain Kevin McCarthy a été enfin élu président de la Chambre américaine des représentants au terme d'un processus marqué jusqu'au bout par de très vives tensions dans les rangs républicains. À force de tractations, le groupe de Trumpistes qui paralysait la domination du quinquagénaire de Californie a fini par céder, mais passant un dernier barreau d'honneur. Le président Joe Biden a de son côté félicité le républicain Kevin McCarthy pour son élection. Je suis prêt à travailler avec les républicains quand c'est possible et les électeurs ont clairement indiqué qu'ils attendaient des républicains qu'ils soient également prêts à travailler avec eux, a-t-il déclaré dans un communiqué en ajoutant qu'il est temps de gouverner de manière responsable. Enfin élu, Kevin McCarthy remplace la démocrate Nancy Pelosi au poste de speaker et ressort des mois affaiblis de cette élection qui augure un mandat très difficile. Au menu, dans les tout prochains mois, des négociations sur le relèvement du plafond de la dette publique américaine, le financement de l'État fédéral et potentiellement sur le déblocage d'enveloppes supplémentaires pour la guerre en Ukraine. Avec leur nouveau contrôle de la Chambre, les républicains ont aussi promis de lancer une kyrielle d'investigation sur la gestion de Joe Biden, de la pandémie à Covid-19 ou du retrait d'Afghanistan. Mais, après avoir étalé leur division au grand jour, leurs enquêtes auront-elles le même écho? Vous
Vous êtes sur For You Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver ce mardi 10 janvier après avoir fait le tour de l'actualité de ce matin et d'hier soir. Cette fois-ci, prochain arrêt, c'est pour visiter les kiosques à journaux d'Afrique et d'ailleurs. Et c'est avec vous, Nguéné. Bonjour. Bonjour à vous, Bégoudé Badon. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs, pour ceux qui nous prennent en relais sur la 96.3, à nos nombreux internautes pour ceux qui nous suivent via nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube. Voici venu l'instant de la revue de presse. Ce matin, nous démarrons du côté du Sénégal. On reparle bien sûr de l'accident de Kaffrine qui a fait au total à peu près de 40 morts selon le bilan officiel. L'information est également relayée ce matin par plusieurs journaux et voire sites d'information sénégalais, à l'instar bien sûr du site Séné+, qui nous parle bien sûr d'un lourd bilan en 8 mois. Le nombre de morts comptabilisés sur les routes fait froid dans le dos en dehors de l'accident meurtrier qui a eu lieu à Kaffrine dans la nuit du samedi à dimanche. 519 personnes ont été tuées sur les routes sénégalaises entre janvier et septembre 2022. Ces chiffres donnés par l'Agence nationale de sécurité routière font froid dans le dos, avec bien sûr ce bilan qui ne fait que s'alourdir de ce côté. On reste au Sénégal pour parler cette fois d'une éventuelle investiture d'ailleurs du président Macky Sall pour 2024. Il faut le dire, de ce côté, le président Macky Sall, candidat en 2024 de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le président de l'Alliance pour la République a été investi samedi dernier par la plateforme Macky pour 2024, composé d'anciens membres de la COJER et d'autres hauts cadres du parti, dont la plus notable est la directrice générale du FONGIP. Il s'agit de Mme Thérèse Faye Diouf. Macky pour 2024 estime que réélire Macky Sall à la prochaine présidentielle est la meilleure chose qui puisse bien sûr garantir un avenir radieux au Sénégal. L'information est à retrouver ce matin dans le site d'information sénégalais Le Quotidien. Du côté du Burkina Faso, l'accident de Kaffrine n'a laissé personne indifférent. C'est d'ailleurs le cas du site d'information burkinabé Le Pays ce matin qui revient sur cette actualité avec cette accident meurtrier de la route au Sénégal. Les mêmes causes produisent pratiquement à chaque fois les mêmes effets. En attendant bien sûr de tirer toutes les conséquences, c'est une nouvelle tragédie qui vient de frapper une fois de plus. Une tragédie bien sûr qui rappelle la dangerosité de nos routes. Une situation qui interpelle d'autant plus au haut niveau qu'au plus bas. Il faut clairement le dire, c'est souvent quand survient le drame que les autorités semblent se réveiller. Il faut donc rapidement bouger de ce côté pour éviter bien sûr un autre désastre. Nous rappelle ce matin le site d'information burkinabé Le Pays. Toujours du côté du Burkina Faso, l'observateur Palga ce matin titre sur l'exportation illégale de céréales. 3 camions chargés de vivres saisis du côté de Banfora. La direction générale du commerce des cascades en collaboration avec le poste de contrôle des eaux et forêts de la direction régionale de l'environnement des cascades ont récemment procédé à la saisie de plusieurs tonnes de vivres qui étaient frauduleusement acheminés hors du Burkina Faso. Ce sont au total 3 camions en provenance de Bobo Dioulasso à destination de la Côte d'Ivoire qui ont été saisis. L'information est retrouvée ce matin dans le site d'information L'Observateur Palga. Au Mali, le site d'information Mali Web revient sur la libération des soldats ivoiriens quand Assimi Goïta conforte ses convictions. L'un des titres d'ailleurs qu'on peut retrouver dans le site d'information Mali Web, alors que ses détracteurs commençaient à l'accabler déjà d'être un dictateur qui est prompt à violer les textes et procédures institués. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, vient de démontrer qu'il tient beaucoup au respect des principes de l'état de droit. Il a tenu au respect strict
du principe de l'indépendance entre le pouvoir, en particulier entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, dans cette affaire des 49 militaires arrêtés à Bamako depuis le 10 juillet 2022. La même information ce matin revient également dans le même site d'information, mais traité différemment cette fois. Libération des 49 militaires, le triomphe du bon voisinage et de la fraternité, 20 ans de réclusion criminelle pour les 46 militaires ayant comparu et peine de mort par contumace pour les 3 autres accusés. Les soldats ivoiriens ont tous bénéficié de la grâce présidentielle accordée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Pour le journal ce matin, il s'agit d'un geste de apprécié aussi bien au Mali qu'en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, justement, nous parlons ce matin du quotidien Le Jour, paru en kiosque, qui nous revient bien sûr sur la même actualité. De Bamako à Abidjan, le film du retour des 46 soldats ivoiriens. Ce qu'ils ont fait à la résidence du président Faure Gnassingbé à Lomé, les consignes fermes du chef d'état-major général des armées aux 46 avant leur atterrissage du côté d'Abidjan. Tout est à retrouver ce matin dans le quotidien Le Jour, paru en kiosque du côté de la Côte d'Ivoire. Le quotidien Le Patriote de son côté nous parle également de la gestion apaisée de la crise ivoiro-malienne. Les Ivoiriens saluent la grandeur d'esprit du président Alassane Ouattara. L'information est à retrouver en une ce matin. On évolue bien sûr dans cette revue de presse, toujours du côté de la Côte d'Ivoire, pour parler du quotidien Le Mandat, qui titre sur l'armée de l'air, un test de présélection ouvert, les conditions et les pièces à fournir, la date du déroulement et les épreuves prévues pour le concours en question, à retrouver bien sûr en une ce matin du quotidien Le Mandat, paru en kiosque du côté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au Bénin, nous parlons bien sûr des législatives avec le site d'information La Tempête Info. Voici ce que le président Talon pourrait faire s'il perdait la majorité au Parlement, selon bien sûr nos confrères de ce site d'information. Appelé aux urnes le 8 janvier 2023 pour élire les 109 députés de la 9e législature. Les citoyens béninois ont tranché. Les grandes tendances de ce scrutin seront donc dévoilées. Ce sera certainement demain, mercredi, selon le président de la Commission électorale nationale autonome. Mais d'après une analyse générale, les candidats du principal parti de l'opposition contre le président Patrice Talon auraient surpris et déjoué les pronostics dans plusieurs circonscriptions électorales. Au cas où le président Talon perdrait donc la majorité au Parlement, les tendances, ou du moins ce qu'il fera par la suite, est à retrouver ce matin dans le site d'information La Tempête Info, le site d'information béninois. Ce matin, nous poursuivons cette revue de presse du côté du Tchad. Le site d'information Aluda Info nous parle ce matin de la tentative de déstabilisation déjouée. Les avocats demandent l'annulation de la procédure contre les auteurs du putsch manqué. Les avocats du militant des droits de l'homme Baradine Bardei Targuio et les 10 officiers dénoncent des irrégularités dans la procédure ayant conduit à leur inculpation pour atteinte à l'ordre constitutionnel. L'information est à retrouver ce matin dans le site d'information tchadien Aluda Info. Aluda Info qui nous parle également du gouvernement tchadien qui prendra toutes les mesures nécessaires pour lutter, ou du moins pour affronter toute nouvelle rébellion. L'information a été rendue publique par le Premier ministre. D'ailleurs, de ce côté, le Tchad, ou du moins le gouvernement tchadien, poursuit donc le dialogue avec les tendances politico-militaires non signataires de l'accord de paix de Doha. Mais le Premier ministre n'écarte cependant pas les tendances de création d'une nouvelle rébellion. Du coup, il y a donc ces nouvelles réformes qui sont prises, ou du moins qui sont mises sur pied pour barrer donc la voie à toute nouvelle rébellion du côté du Tchad. Au Cameroun, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune ce matin nous parle de marketing politique, la carte des vœux. Selon nos confrères en une ce matin, plusieurs acteurs politiques saisissent l'opportunité des fêtes de fin d'année pour se livrer à des opérations de séduction du public. Discours, infographies et messages publiés sur les réseaux sociaux sont les principaux cadeaux utilisés
pour capitaliser ce moment. Pour quel impact? La réponse est à retrouver ce matin dans le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune de la page 3 à la page 5. Toujours dans le même journal, cette information relative bien sûr à la pénurie de carburant, une en anglais notamment, Fuel Distribution Consumers in Difficulties, en rapport bien sûr avec cette pénurie de carburant observée actuellement à travers le pays. La même information relevée par le quotidien Mutation qui titre en une: carburant, les stations sévissent de longues files d'attente des véhicules observés depuis hier à Yaoundé à cause des tensions d'approvisionnement. L'augmentation de prix à la pompe semble bien plus proche après celle observée récemment du côté de la République centrafricaine. Le Cameroun ne sera certainement pas épargné selon bien sûr le quotidien Mutation ce matin. Le quotidien Le Messager de son côté préfère titrer en sport: complexe sportif d'Olembe, le peuple demande des comptes. Les Camerounais attendent l'arbitrage du président Paul Biya qui doit identifier, neutraliser, punir les souris et siffler la fin du carnaval. Concernant bien sûr la scabreuse affaire du complexe sportif d'Olembe, la une d'ailleurs ce matin du quotidien Le Messager paru en kiosque du côté du Cameroun. Le Cameroun toujours avec le Financier d'Afrique ce matin qui nous parle de l'Afrique centrale, les plans d'action économique des 6 États de la CEMAC en 2023, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine ou encore le Tchad. Les priorités économiques sont relevées ce matin dans le Financier d'Afrique. Faites un tour en kiosque pour en savoir un peu plus. Du côté de la République centrafricaine, nous revenons sur les propos du professeur Faustin Archange Touadéra, président d'ailleurs de ce pays. Il s'est exprimé en ces termes, je cite: « Il est temps pour les pays grands pollueurs d'arrêter les promesses fallacieuses et de passer à l'acte ». Fin de citation. Les propos sont à retrouver bien sûr ce matin dans le site d'information Le Journal de Bangui. Le président de la RCA a fait cette déclaration durant son allocution à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au corps diplomatique. C'était le 7 janvier 2023. La revue de presse de ce matin, on la termine du côté du Maghreb. Le site d'information Algérie 360 degrés qui nous parle bien sûr du plan Tebboune pour faire face au stress hydrique. Selon nos confrères de ce site d'information ce matin, pour faire face à cette situation climatique critique, le président algérien Abdelmajid Tebboune a ordonné le dimanche 8 janvier lors de la réunion du Conseil des ministres d'élaborer un plan pour la généralisation des stations de dessalement d'eau de mer tout au long de la bande côtière. Classement des puissances militaires 2023. L'Algérie, géant d'Afrique. L'information est également à retrouver ce matin dans le même site d'information Algérie 360. Il faut le dire, les bons points enregistrés entre autres donc par l'armée algérienne qui fait donc partie des géants du continent africain, relève ce matin d'ailleurs le site d'information Algérie 360 degrés. Voilà donc ce que nous avions pour vous ce matin en termes de revue de presse. L'une des principales informations à retenir, la pénurie de carburant qui s'annonce de plus en plus du côté du Cameroun. Le précieux liquide se fait de plus en plus rare. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'une éventuelle augmentation des prix de carburant, à l'image de ce que nous avons vu en fin de semaine dernière du côté de la République centrafricaine. L'alerte est lancée ce matin par plusieurs quotidiens parus en kiosque. On pense notamment au quotidien Mutation, le quotidien Le Jour également en parle ce matin, alors que du côté de l'Afrique de l'Ouest, l'affaire des 49 soldats ivoiriens libérés continue bien sûr de faire écho de ce côté. On salue la sagesse du président Alassane Ouattara, alors que du côté de Bamako au Mali, on parle plus d'un acte de magnanimité, voire de générosité de la part du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Au Sénégal, l'accident de Kaffrine refait surface. C'est le deuxième jour des 3 jours de deuil national décrété par le président Macky Sall. Bref, faites un tour, que ce soit dans les différents kiosques ou alors faites un tour dans les différents sites d'information pour en savoir un peu plus. Bonne émission aux côtés de Bigoudé Madonna et de ses invités.
C'était la revue de presse de Nguéni ce matin dans For You Matin. C'est un plaisir d'être avec vous. J'accueille à l'instant le docteur Sango qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Madame Begoudé Madoné et bonjour aux téléspectateurs qui nous écoutent ce matin. Je n'oublierai pas Tché et Lulawson qui nous a rejoint également ce matin. Bonjour et bienvenue à vous sur ce plateau. Alors, la partie technico-artistique nous fait comprendre que Tché et Lulawson n'a pas ouvert son micro en attendant qu'il mettre tout ce qu'il faut. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Begoudé Madone. Merci pour cette invitation. Je salue Dr Sango et tous les téléspectateurs de la chaîne For You Media, tous les panafricains et aussi tous les nord-américains qui suivent avec beaucoup d'intérêt cette émission. Je ne manquerai pas les Togolais qui sont également branchés sur votre chaîne. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau et de partager ma perspective avec une certaine vision où je convoquerai toujours le beau, le vrai et le juste tout au long du débat. D'accord, merci infiniment. On démarre avec vous, docteur Sango. Qin Gang est le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, ce qui nous permet de reparler de ces relations chinoises et africaines. Eh bien, 5 pays ont été choisis par ce dernier pour une tournée africaine qui s'achèvera le 16 janvier prochain. Comprenez-vous le choix de ces pays? On parle du Bénin, de l'Angola, de l'Égypte. On parle également du Gabon et de l'Éthiopie. Oui. Je pense que pour s'apaisantir plus précisément sur le choix de ces pays, il faut d'abord comprendre le choix du continent africain en général par le ministre des Affaires étrangères de la Chine. Pour dire que le continent africain aujourd'hui est comme cette fille qui est courtisée par presque tous les hommes. Parce qu'en réalité, elle se trouve de plus en plus belle. Donc, le continent africain, pris sur le plan géostratégique des relations internationales, s'impose aujourd'hui comme un axe incontournable dans les relations internationales, où chaque puissance voudrait de plus en plus avoir du contrôle. C'est pour cela que la Chine, aujourd'hui, entend être de plus en plus présente en Afrique. Vous savez que depuis un certain temps, la Chine est présente en Afrique à travers un certain nombre de projets. Donc, le choix donc des pays tels que l'Angola et bien d'autres pays que vous avez évoqués n'est pas anodin parce que c'est des pays où la Chine est présente commercialement et économiquement. C'est des pays où la Chine détient même des bases militaires. Vous savez que la Chine n'est pas seulement présente commercialement et militairement. La Chine et économiquement, la Chine intervient également sur l'axe sécuritaire parce qu'elle a compris que pour contrôler ces investissements commerciaux, il faudrait que la sécurité soit également de mise. Au-delà de tout ça, Madoné, il faut également étendre l'analyse pour comprendre que la Chine aujourd'hui a un gigantesque projet stratégique qu'elle nourrit, qu'on appelle le projet des nouvelles routes de la soie, qui consiste à relier ce grand pays continent à l'Europe en passant par la Chine. Alors, ce grand projet regroupe, au cas où il se réaliserait, 68 pays avec 4,4 milliards d'habitants, représentant, n'est-ce pas ici, un produit intérieur brut de la planète de 40%. Donc, vous comprenez donc que la Chine voudrait, n'est-ce pas ici, relier l'Europe en passant par l'Afrique pour atteindre 2 objectifs importants sur le plan économique. Le premier objectif, c'est quoi? C'est d'accroître d'abord sa production. Vous savez que la Chine, aujourd'hui, sur le plan industriel, caracole le sommet, d'accroître sa production et ses exploitations, d'écouler sa production, de trouver de nouveaux partenaires et de nouveaux marchés et de diversifier et sécuriser ses approvisionnements énergétiques. Voilà la philosophie économique de la Chine. Donc, ce projet qu'on appelle le projet des nouvelles routes de la soie, c'est un projet à la fois économique, stratégique et même politique. Parce qu'il n'y a pas seulement les objectifs économiques, nous avons également les objectifs
politique. Parce qu'au niveau politique, il faut, n'est-ce pas ici, comprendre que la Chine voudrait atteindre deux objectifs importants. Le premier objectif, c'est sur le plan interne. Ce projet-là va permettre à l'Afrique de sécuriser son intégrité territoriale et de le contrôler. Et vous savez que la Chine aujourd'hui a un problème au niveau de son intégrité territoriale où il se nourrit de plus en plus des velléités ethniques de sécession. Donc la Chine voudrait, n'est-ce pas ici, contrôler son intégrité territoriale et également, sur le plan régional, s'affirmer comme un véritable interlocuteur stabilisateur sur les relations internationales. Parce que au niveau régional, il y a un acteur historique qu'on appelle la Russie. Donc la Chine voudrait s'imposer tant sur le plan régional que mondial comme un interlocuteur valable et incontournable, voire même stabilisateur au niveau des relations internationales. Donc aujourd'hui, il faut comprendre cette visite du ministre des Affaires étrangères chinois en Afrique comme étant un enjeu stratégique qui doit être inscrit sous le prisme de ce grand projet que la Chine nourrit depuis plusieurs années, qui est le projet des nouvelles routes de la soie. Merci Dr Sango pour ce premier jet. Tché Lulaoson, ce n'est pas une visite anodine, on peut le dire comme ça. C'est dans les coutumes chinoises de faire en premier une tournée africaine dès qu'on prend les rênes, en tout cas, du ministère des Affaires étrangères. Pourquoi l'Afrique en premier? Quels sont les enjeux de cette visite qui durera pratiquement une semaine de Qin Gang, le nouveau ministre des Affaires étrangères? Du côté de l'Afrique, on a cité plusieurs pays, notamment le Bénin, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Angola également. Oui, tout à fait. Je pense que cette visite du nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Qin Gang, en Afrique, s'inscrit dans ce que l'on appelle une tradition. Ça fait 33 ans que à chaque fois les ministres des Affaires étrangères font toujours cette tournée en Afrique, et les pays choisis s'inscrivent aujourd'hui dans une dynamique qu'il faut, je dirais, analyser sous 4 prismes essentiels qui, je dirais, s'articulent autour de ce que moi j'appellerais le renforcement des relations sino-africaines. Et ces 4 prismes, le premier, c'est donc l'économie. Il faut donc le voir sous le volet économique. Et dans ce volet économique, il y a des subdivisions. Pour mieux comprendre cette dynamique-là, il faut convoquer, je dirais, les éléments de ce volet économique, qui sont les échanges commerciaux avec l'Afrique. Il y a l'investissement important de la Chine en Afrique. Il y a la question de la dette. Vous voyez, la Chine détient une dette de plus en plus importante auprès des pays africains. Et enfin, il y a la question de la monnaie, de la délorisation avec la nouvelle banque du BRICS, qui est donc la Banque du développement. Alors, il faut donc analyser le premier prisme économique sous tous ces aspects. Et le deuxième prisme essentiel, c'est la géopolitique, le conflit d'influence entre la Chine, les États-Unis et l'Union européenne qui se passe sur le continent, où les États-Unis essaient d'endiguer dans le Pacifique la Chine et donc contrer son influence sur le continent. Et également, il faut regarder, en tout cas analyser cette visite sur le plan politique, l'approche politique de la Chine vis-à-vis des pays africains, et quel est le réceptacle de ces pays africains vis-à-vis justement de la Chine. On ne pourrait pas terminer cette analyse pour le voir également du côté africain. Quelle est donc la vision, quelle est la politique, n'est-ce pas, de l'Afrique vis-à-vis également de la Chine, si l'Afrique a un réel projet, une réelle vision dans ses relations commerciales avec la Chine. Alors, je dirais d'entrée de jeu que M. Qin, vous savez, c'est quelqu'un qui est diplômé
de l'Université des relations publiques en Chine en 1988. Il a fait ses armes un peu en Europe, mais tout dernièrement, il était au poste d'ambassadeur aux États-Unis. Donc sa désignation pour porter, je dirais, le combat de contre-influence des États-Unis en Afrique est tout à fait évident. Et donc les pays qu'il a choisis font partie justement de ces nouveaux pays où l'intérêt de la Chine va en grandissant. Nous allons regarder par exemple, si vous permettez, actuellement l'état des lieux. C'est quoi l'état des lieux actuel des relations économiques, donc sous le premier volet des échanges commerciaux. Vous savez, en 2021, ces échanges sont évalués à 254 milliards de dollars. Voyez-vous? Et ces échanges commerciaux en 2022, avec l'Empire du Milieu, ont été maintenus à une croissance à 2 chiffres, voyez-vous, et de 16,6%. Et au premier trimestre en 2022, on totalisait 137,4 milliards de dollars. Alors, c'est vrai que il y a eu une baisse au cours de la période de Covid, mais très rapidement, ça a été suivi par une embellie, surtout des coûts des matières premières, qui fait que la Chine a très rapidement repris le niveau d'échange commercial qu'il avait avec l'Afrique. Et regardez, 20% de ces échanges commerciaux passent par le port de l'Afrique du Sud, d'Urban. Et donc l'Afrique du Sud, qui fait partie justement des BRICS, a joué un rôle très très important dans ses relations avec le continent. Il faut noter que dans ce rapport, bien évidemment, la balance de paiement pèse du côté de la Chine. Qu'est-ce que c'est que la balance de paiement? Bien évidemment, la balance de paiement, c'est un état statistique qui retrace tous les échanges entre l'économie d'un pays et le reste du monde. Et cet échange-là se quantifie en termes d'actifs réels, actifs financiers, actifs monétaires. Et quand on l'analyse, on regarde, on remarque bien évidemment que la Chine tire le drap de son côté parce que la plupart des exportations chinoises vers l'Afrique sont essentiellement des produits finis, donc du textile, du machine-outil, de l'électronique, et c'est estimé à 148 milliards. Par contre, les importations chinoises, c'est-à-dire ce que les Africains envoient vers la Chine, est évalué à 105 milliards, et c'est essentiellement les produits, les matières premières et les matières premières essentiellement. Et donc, vous voyez que ce rapport entre la Chine et l'Afrique n'est pas très, je dirais, bénéfique du côté africain. Donc, ce qui suppose que les Africains doivent revoir un peu leur copie et avoir une vision dans cette relation qu'ils ont avec la Chine. La Chine, aujourd'hui, a investi beaucoup en Afrique. Vous voyez? Et je vais vous présenter un tableau assez comparatif. Vous allez voir que la Chine est aujourd'hui, en termes de concurrence, et là nous rentrons dans la géopolitique, nous rentrons dans la géopolitique parce que pour pouvoir contrer l'action de la Chine sur le continent, la dernière réunion qui a eu lieu en décembre entre les États-Unis et les pays africains, les Américains ont donné le ton. Il faut absolument bouter, en tout cas contrecarrer l'action de la Chine sur le continent. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé ce qu'on appelle un programme 3B, c'est Build Back Better World. Et ce programme de B3W, plus le programme mis en place par le G7, totalise 600 milliards d'investissements sur le continent. Et il faut ajouter à cela l'investissement de l'Union européenne aussi, à travers ce qu'ils appellent Initiative Global Gateway Africa Package. Et cela aussi donne un montant faramineux de 104 milliards de dollars.
Et donc, la Chine, dans cette dynamique aussi, oppose à cette démarche américaine leur projet qu'ils appellent aussi c'est un nouvel horizon pour les relations entre l'Afrique et la Chine. Et dans cette perspective, eh bien, la Chine qui était souvent, en termes d'investissement, essentiellement dans le secteur des infrastructures qu'elle construit très bien en Afrique et aussi des matières premières, cherche aujourd'hui à diversifier son investissement. Donc, vous savez que l'Égypte est un pays important en Afrique, et donc l'Angola, qui est un fournisseur de pétrole et donc de demande énergétique. Alors, ce que fait la Chine, en tout cas dans leur programme que porte cet ambassadeur, c'est essentiellement diversifier les investissements chinois au niveau des entreprises privées et investir davantage dans les TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication, investissement aussi dans les entreprises agricoles, parce que la Chine, vous savez, sa population est à peu près 1,5 milliard. Donc, la demande en termes de produits agricoles, de nourriture, va aller en crescendo. Et donc, la Chine a besoin de terres agricoles. Et ces terres-là sont en Afrique. Donc, les Chinois veulent justement investir dans les entreprises agricoles pour pouvoir nourrir leur population en quelque sorte. Et pour cela, les biens de consommation sont également un domaine que les Chinois veulent aussi voir prospérer. Voilà un peu très schématiquement le tableau en termes d'échanges commerciaux, d'investissement. Nous reviendrons tout à l'heure sur la question de la dette et la question de la monnaie. On vous a compris, Thierry Lawson. On retrouve le docteur Lagmé. Il est géopoliticien et géostratège. Bienvenue à vous sur ce plateau. Eh bien, on parle de cette Chine sur le territoire africain. On sait déjà comment l'Afrique représente aujourd'hui un tremplin pour les différentes puissances extérieures, je dirais internationales, pour continuer de se développer, mais surtout utiliser les ressources sur place. Et aujourd'hui, on connaît le combat qui se vit entre l'Amérique et la Chine. Avec ce nouveau ministre des Affaires étrangères qui vient fraîchement des États-Unis, quel regard est-ce que vous avez sur les relations entre les deux pays prochainement? Déjà, il faut dire que l'Afrique aujourd'hui est un enjeu de contrôle entre toutes les puissances qui, n'est-ce pas, se disputent, n'est-ce pas, les territoires les plus précis, c'est-à-dire les territoires riches en ressources naturelles. Donc, il faut comprendre qu'en réalité, les relations entre les États-Unis et la Chine sont dans une logique de guerre sans fin, parce qu'en réalité, l'Afrique aujourd'hui dispose de tout ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, maintenir le cap de la superpuissance internationale. Et comme les États-Unis, effectivement, sont dans une logique de se maintenir au top niveau pour davantage et continuer, n'est-ce pas, de contrôler le monde. Alors, pour les États-Unis, il faut développer des stratégies pour contrer toute visée expansionniste de la Chine sur le continent africain. Raison pour laquelle, tout à l'heure, M. Lau a évoqué le sommet Afrique-États-Unis tout dernièrement à Washington. Alors, cela entre, n'est-ce pas, dans ce cadre qui, effectivement, nous rappelle qu'en réalité, aujourd'hui, la Chine et les États-Unis ne peuvent plus évoluer, n'est-ce pas, de manière perpendiculaire. Mais sinon, aujourd'hui, ils ne peuvent qu'évoluer, n'est-ce pas, de manière parallèle sur le continent africain. Donc, aujourd'hui, le problème n'est pas forcément d'analyser les stratégies et les méthodes, n'est-ce pas, que les superpuissances emploient pour, n'est-ce pas, revenir ou alors s'asseoir sur le continent africain. Le problème pourrait également se poser à un autre niveau. Pourquoi et comment les Africains doivent, n'est-ce pas, développer des stratégies pour non seulement améliorer leurs conditions ou alors leurs relations avec ces superpuissances, et en même temps voir dans quel cadre, effectivement, il faudrait inscrire désormais cette coopération. Aujourd'hui, les États-Unis promettent d'apporter aux Africains de soutien militaire. Or, la réalité sur le terrain fait état de ce que
les crises que l'Afrique subit actuellement sont des crises provoquées par plusieurs puissances et plusieurs multinationales à caractère occidental. Sans se comprendre. Maintenant, l'Afrique, n'est-ce pas, étant ébranlée par des crises sur son sol, est-ce que la Chine pourrait donc apporter une certaine solution militaire pour sauver l'Afrique? Parce que le véritable problème du développement de l'Afrique, c'est d'abord la question militaire. Et tout vient, n'est-ce pas, au niveau idéologique. Pourquoi idéologique? Parce qu'en réalité, on a idéologisé, n'est-ce pas, la question de la définition de l'État. Pour l'Africain, on n'a pas inculqué en lui, n'est-ce pas, les germes d'un État expansionniste, les germes d'un État stratégiste. C'est-à-dire que la définition même de l'État, qui reste encore jacobiniste, qui voudrait que l'État soit défini comme un territoire gouverné par la population, est, n'est-ce pas, relève d'un arriérisme scientifique et d'un arriérisme intellectuel. Aujourd'hui, l'État, en réalité, dans son sens réel, devrait se définir et s'entendre d'ailleurs comme une puissance militaire capable de contrer une menace extérieure et capable, n'est-ce pas, de se lancer pour conquérir, n'est-ce pas, les espaces prisés ou alors les espaces stratégiques. C'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui les Africains peinent donc à mieux trouver des ficelles pour mieux coopérer avec les Occidentaux ou alors avec la Chine. Donc il faut comprendre que la relation sino-américaine aujourd'hui n'est pas en bon terme, parce qu'en réalité, depuis le premier congrès sino-africain en l'an 2000, on a vu l'Union européenne se mouvoir. On voit les États-Unis également avec les coopérations antiterroristes. Alors qu'on sait qu'en réalité, les créateurs du terrorisme sont les agents de la CIA. Donc voilà des petits secrets, voilà des petites stratégies que les Africains devaient apprendre aujourd'hui. Nous ne l'aurons pas, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie. Aucune de ces puissances, n'est-ce pas, ne vient en bon terme pour sauver les Africains. Tous ces États sont là en réalité pour leurs propres intérêts. Donc les relations sino-américaines autour de l'Afrique, c'est ça qui devrait nous intéresser. Alors il faudrait donc que les Africains cessent donc d'être l'enjeu principal de ces puissances et que l'Afrique fasse tout également pour devenir un acteur sur le plan international. Donc là le véritable problème. Que faisons-nous? Parce qu'à chaque fois on va accuser l'extérieur. Oui, à chaque fois on va accuser, n'est-ce pas, mais que font les élites politiques africaines pour sortir l'Afrique, n'est-ce pas, de l'impasse, pour sortir l'Afrique, n'est-ce pas, de la misère mentale même et de la pauvreté? Parce qu'en réalité, c'est les véritables gangrènes, n'est-ce pas, qui spolient l'État africain. Aujourd'hui, donc, la question de la coopération aujourd'hui entre l'Afrique et l'extérieur est un véritable problème. L'Afrique ne sait même pas comment s'orienter. L'Afrique ne sait même pas quel, n'est-ce pas, l'Afrique ne sait pas quel point stratégique il faut s'appuyer, n'est-ce pas, dans la coopération ou dans les échanges avec la Chine. Est-ce que vous comprenez? Le véritable problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est d'abord la technologie. Et la Chine refuse, nous voyons, la Chine gagne des millions de marchés en Afrique, mais la Chine refuse, n'est-ce pas, de transmettre cette technologie. La Chine refuse de montrer, n'est-ce pas, les secrets de la technologie aux Africains. Voilà donc les vrais défis. Comment donc faire pour cesser d'avoir des partenaires qui vont davantage nous construire des bâtiments et sans toutefois nous montrer, n'est-ce pas, cette technologie? Comment on va donc faire pour entrer en position, pour, n'est-ce pas, avoir cette technologie, n'est-ce pas, pour que effectivement l'Afrique continue elle-même de bâtir son propre terrain? Voilà des véritables défis. Donc, les relations entre les États-Unis et la Chine autour de l'Afrique sont des relations incestueuses. En même temps, il y a le néoréalisme qui explique qu'en réalité, deux superpuissances peuvent être ennemies sur un point, mais sur un autre point, ils peuvent s'entendre. Et nous le disons toujours. Prenons un petit exemple sur le cas, n'est-ce pas, entre la Russie et la Syrie. Nous savons que c'est une relation purement géostratégique. Mais à partir du moment où, n'est-ce pas, les Occidentaux pourraient proposer mieux à la Russie. La Russie serait capable de lâcher la Syrie pour davantage avoir des intérêts ailleurs. Donc, les relations aujourd'hui qui sont d'ordre géostratégique ou alors d'ordre idéologique ne sont pas porteurs. Donc, l'Afrique devait voir dans quel moyen s'inscrire sur la scène internationale et voir comment redéfinir, n'est-ce pas, ses visées diplomatiques, ses visées expansionnistes pour voir comment s'inscrire et comment se comporter davantage avec
une quelconque puissance. Donc voilà ce qu'on peut dire d'entrée de jeu en ce qui concerne, n'est-ce pas, la relation Chine-Afrique, sachant que la Chine n'est pas là pour aider les Africains. La Chine est là pour voir comment atteindre le niveau des États-Unis sur le plan nucléaire. C'est pourquoi la Chine est dans tous les secteurs où on peut, n'est-ce pas, exploiter les matières grises, telles que le colombo tentacile, telles que le cuivre et beaucoup d'autres matières premières, pour avoir effectivement les mêmes moyens militaires que la Chine et que les États-Unis et les Occidentaux. Et c'est ça qui manque à la Chine pour s'exprimer en tant que superpuissance. Et l'Afrique demeure dans le socle, n'est-ce pas, d'expansionnisme de toutes les puissances. Alors que l'Afrique aujourd'hui devait cesser donc d'être la base, ou alors, n'est-ce pas, la pépinière où chaque puissance va venir exploiter ses ressources pour davantage évoluer et laisser l'Afrique sombrer dans la misère continue. Docteur Sango, on parle d'une Afrique qui cesserait donc d'être téléspectatrice ou alors d'être l'objet de désir pour devenir également un acteur sur la scène commerciale, la scène internationale. Est-ce que vous pensez réellement que c'est envisageable pour le moment quand on sait qu'on continue d'organiser justement des sommets Russie-Afrique, États-Unis-Afrique et tout ce qui va avec? C'est envisageable si les Africains se ressaisissent et comprennent l'opportunité ou alors l'enjeu que représente l'Afrique sur la scène internationale. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que ces différentes puissances européennes et asiatiques sont de plus en plus conscientes qu'elles ne peuvent pas faire sans l'Afrique, sont de plus en plus conscientes que l'Afrique représente le centre. Mais le malheur, c'est que les Africains eux-mêmes ne comprennent pas cet avantage-là, cet enjeu que eux-mêmes ils représentent. Vous savez, pendant longtemps, l'Afrique a été réduite à une entité instrumentale où elle devrait, sur la scène internationale, prendre tout simplement position dans un camp comme dans un autre. L'Afrique n'a jamais été pensée comme un véritable acteur des relations internationales. Et il faut le dire, parler aujourd'hui de l'Afrique dans les relations internationales sera sur le plan de la réelle politique un abus, d'accord? Un abus de langage. Parce que lorsqu'on parle de l'Afrique dans les relations internationales, c'était comme si l'Afrique était déjà un pays uni. C'était déjà comme si l'Afrique avait déjà une même diplomatie, l'Afrique avait déjà une même armée au même titre que les États-Unis aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de l'Afrique dans les relations internationales, c'est d'abord un terme qui ne tient pas. Sur le plan même de la réalité, sur le plan même de l'opérationnalité, c'est un terme qui ne tient pas. On aurait peut-être utilisé le terme les pays africains dans les relations internationales. Parce que lorsqu'on dit l'Afrique dans les relations internationales, c'était comme si c'était tout un continent unique qui partait comme un acteur sur la scène internationale. Or, dans cette scène internationale, c'est plutôt les pays individuellement qui s'y orientent. Et vous voyez donc qu'à partir du moment où ces pays ils vont dans cette scène internationale de manière individuelle et séparée, ils seront toujours fragiles et ils seront toujours phagocytés par cette puissance-là qui détiennent des éléments un peu plus importants de la politique économique et culturelle. Donc aujourd'hui, moi je pense que l'Afrique perd dans ces différents partenariats-là parce qu'elle est dispersée, parce qu'elle n'est pas unie. Vous venez de suivre les analyses de mes copanélistes là qui indiquaient que la Chine aujourd'hui est dans un combat de survie de sa puissance sur la scène internationale. Dans les relations internationales, on ne le dira jamais assez, il n'y a pas d'amis éternels. Il n'y a pas d'ennemi éternel, seul compte les intérêts des États. Pendant longtemps, on a peut-être condamné le partenariat occidentaux-Afrique en disant que c'était un partenariat qui était déséquilibré, c'était un partenariat où on ne respectait pas l'Afrique, etc. Et on a semblé saluer le partenariat Afrique-Chine parce que on s'est peut-être dit que la Chine respecte le partenariat, la Chine a un partenariat d'égal à égal. Mais il faut très vite sortir de ce schéma pour comprendre que l'Afrique et la Chine n'est pas en Afrique pour les bons yeux de l'Afrique. La Chine est en Afrique, c'est pour rechercher son intérêt. Et vous savez que cette Chine-là a un avantage comparatif qui pèse sur sa tête du point de vue naturel, qui est sa démographie. La Chine aujourd'hui a plus de 1,5 milliard d'habitants.
Alors, la problématique, c'est quoi? C'est de trouver l'équation qui pourra permettre à cette Chine-là de nourrir cette population-là. Parce que cette population-là peut être à la fois un avantage, mais aussi un inconvénient. Un inconvénient si la Chine n'arrive pas à développer une politique économique qui pourra, n'est-ce pas, mettre à l'abri cette population-là, mettre cette population-là à l'abri de certains besoins, sociaux de base. Donc, un inconvénient, un avantage, si cette population-là est bien utilisée, est bien nourrie, elle va également mouiller le maillot pour que la Chine puisse aller de l'avant. Donc voilà l'enjeu de la Chine aujourd'hui. Je vous ai parlé du projet de nouvelles routes de la soie. Donc la Chine aujourd'hui est sur la scène internationale. C'est d'abord pour sa survie économique. Bon, bel et bien, il y a également ce combat-là entre les États-Unis et cette Chine-là, où ces deux pays discutent aujourd'hui la première puissance économique mondiale. C'est vrai, il y a des enjeux géopolitiques, mais les enjeux géopolitiques cachent surtout et souvent les enjeux économiques. Comment faire donc pour que l'Afrique cesse d'être une simple valeur, une simple entité instrumentale où elle va tout simplement être utilisée par ces puissances-là? L'Afrique doit tout simplement comprendre que elle doit s'unir. Le projet de l'Afrique, le projet de l'unité de l'Afrique reste le passage de l'Afrique vers sa survie sur la scène internationale. Donc moi je dirais que aujourd'hui l'Union africaine, les pays africains devraient travailler dans le sens de l'unité du continent. Parce que si le continent continue à avancer en vase clos, toutes ces puissances-là viendront utiliser l'Afrique et rentreront chez elles. L'Afrique restera toujours sous-développée. L'Afrique restera toujours un continent où le djihadisme et l'insécurité vont toujours, n'est-ce pas, ici, aller de l'avant. Donc, moi, je pense que le problème reste au niveau de nos présidents africains, de nos gouvernants, qui continuent au XXIe siècle à se considérer comme si l'enjeu du continent africain était tout simplement un enjeu des pays, un enjeu local, un enjeu national des pays individuellement. Donc, le continent doit se ressaisir, se mettre sur le chantier de l'unité, se mettre sur le chantier, n'est-ce pas, de l'unification du continent. Et cela peut être faisable compte tenu de l'opportunité que nous traversons. Parce que la Chine aujourd'hui est en Afrique, certes pour contrecarrer la puissance américaine, mais aussi pour l'exploitation et la commercialisation de ses produits. L'Afrique aujourd'hui a un certain nombre d'avantages qu'elle pourrait imposer à ces puissances internationales, par exemple. Ces puissances internationales qui ont automatiquement besoin des matières premières africaines pour faire tourner leur industrie. Le problème de la monnaie dont parlait Lawson également, ça fait partie des éléments stratégiques de l'Afrique. L'Afrique peut imposer des conditionnalités sur la scène internationale parce que ces puissances internationales ne peuvent pas faire sans l'Afrique aujourd'hui. C'est pour cela que chaque puissance internationale veut de plus en plus contrôler l'Afrique, veut de plus en plus échanger avec l'Afrique. Ce n'est pas pour rien. Mais qu'est-ce que l'Afrique fait donc pour sortir fort dans ces relations internationales? Qu'est-ce que l'Afrique fait pour sortir, pour s'imposer comme acteur dans ces relations internationales? Elle ne fait automatiquement rien. Donc, ces puissances-là sont en train de jouer, n'est-ce pas, leur rôle. Ce n'est que normal pour chaque État de chercher l'intérêt national de son pays sur la scène internationale. C'est ça le rôle d'un État. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte, n'est-ce pas, de la conception d'un État classique où on a défini pendant longtemps, on a inculqué à nos étudiants et dans nos études politiques la conception, n'est-ce pas, classique de la définition de l'État, population, territoire, gouvernement, etc. Mais l'État également a un devoir, une obligation de se projeter, de conquérir
de nouvelles espaces, de conquérir de nouvelles richesses. L'État ne doit pas être statique. L'État a un caractère dynamique, permanent. L'État doit s'agrandir parce que la population s'accroît chaque jour. L'État a également l'objectif et l'obligation de chercher quotidiennement les politiques qui vont lui permettre de s'accroître et de capter les richesses sur la scène internationale. Ce n'est que lorsqu'on a cette conception de l'État-là qu'on peut maintenant se projeter comme puissance. Parce que les pays africains aujourd'hui ne se projettent pas comme puissance sur la scène internationale. Vous allez donc voir que sur cette scène internationale qui est caractérisée des puissances, nous avons les superpuissances, les puissances moyennes, les puissances régionales. Où est-ce que vous pouvez classer l'Afrique aujourd'hui? Est-ce que l'Afrique est une puissance moyenne? Est-ce que l'Afrique est une puissance régionale? On ne saurait le dire. Parce que les pays africains n'ont pas cette conception de projection. Il faudrait que l'Afrique se projette comme puissance sur la scène internationale. Et lorsqu'elle sera projetée comme puissance sur la scène internationale, elle va maintenant se donner les moyens pour réaliser cette puissance-là. Parce que lorsque vous êtes une puissance, vous êtes puissance parce que dans certains domaines, on ne peut pas vous invincer. Donc l'Afrique doit sortir de ce schéma classique qui l'a longtemps réduit comme une simple entité instrumentale où les autres puissances l'utilisent comme des valets sur la scène internationale. Elle doit se projeter pour devenir un véritable acteur des relations internationales. On vous a compris, docteur Sango. De nouvelles bases, Thielou Lawson, avec le nouveau ministre, notamment sur le plan économique, peut-être des stratégies, peut-être réduire, notamment la réduction des dettes voilà, dans les pays africains et l'augmentation des échanges commerciaux et partenariats gagnant-gagnant. Justement, on abordait ce pan-là il y a de cela quelques minutes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour comprendre vraiment la dynamique économique et stratégique de la Chine, il faut regarder un peu l'agenda de M. Qin qui arrive sur le continent. Alors, je disais tout à l'heure que pour comprendre donc cette stratégie, il faut voir les 4 grands agrégats macroéconomiques. C'est-à-dire, nous avons vu tout à l'heure les échanges commerciaux, comment c'est déficitaire du côté de l'Afrique. Nous avons vu les investissements, comment c'est important également du côté de la Chine. Et nous voyons aussi dans la diversification que la Chine offre pour ces investissements. Avant, ils étaient essentiellement des investissements de l'État chinois dans le domaine des matières premières et de la construction des infrastructures en Afrique. Maintenant, leur nouvelle stratégie, c'est d'inviter les entreprises privées chinoises. Et c'est une contradiction pour une Chine communiste, mais quand même qui favorise maintenant ces entreprises privées. Et ces entreprises ont pour vocation justement d'investir, donc, comme je le disais tout à l'heure, dans les technologies de l'information et de la communication, dans les entreprises agricoles, dans la production des biens de consommation, dans l'électronique, dans les industries légères, dans la finance, donc dans les banques, et surtout également dans les besoins prioritaires des Africains. Et là, les Africains sont plus ou moins, ont un penchant plus, je dirais, systématique vers la Chine à cause de cette offre. Mais le problème, c'est que la Chine, en le faisant, quelque part, crée une dynamique de dette pour l'Afrique. Et je peux vous donner quelques exemples en termes de statistiques, étant donné que je suis économiste, donc les chiffres sont vraiment importants pour nous. Pékin détient plus de 55% de la dette de Djibouti, en termes réels, 42% de la dette de la République démocratique du Congo, 34% de celle de l'Angola, 32% de la Guinée, 31% des Comores, 29% de la dette camerounaise, 25% de la Zambie et 24% du Togo. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, Pékin endosse 26%
du service de la dette des 68 pays les plus pauvres du monde. Voyez-vous, qu'est-ce que c'est que le service de la dette? Le service de la dette, tout simplement, les mesures qu'on prend pour que l'emprunteur paye au niveau du taux d'intérêt ce qu'il doit justement au prêteur. Donc, les intérêts que génère cette dette-là, les pays africains sont obligés de pouvoir le payer à la Chine. Il faut quand même mettre les choses en perspective. Cette dette-là, la dette africaine est évaluée à 696 milliards. Et de cette dette, la Chine détient que 12%. Donc, 35% de cette dette-là est toujours détenue par les Occidentaux, les sociétés privées occidentales, et 39% par les institutions de Bretton Woods, donc la Banque mondiale, FMI et aussi la BAD, et 13% par les autres créanciers. Alors, sur le plan de la dette, bien évidemment, on est de plus en plus dépendant vis-à-vis de la Chine. Alors, là où le bas blesse, c'est que la Chine ne change pas la structure économique de prédation que les Occidentaux ont développée depuis plus de 400 ans, qui est passée par l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation. La Chine, essentiellement, s'appesantit également sur les matières premières. Donc, ces matières premières ne sont pas transformées sur place parce que pour pouvoir soutenir la croissance à 2 chiffres chinoises, vous savez que la Chine est devenue un peu comme l'industrie productive du monde entier à cause de toutes les grandes entreprises qui sont délocalisées en Chine. Et donc, pour pouvoir produire pour le monde entier, il a besoin de matières premières, il a besoin de ressources. Donc, l'Afrique sert tout simplement de cette terre d'exploitation des matières premières, et en contrepartie, on nous construit quelques infrastructures sous forme de dette que nous devons payer. Nous avons tout à l'heure évoqué la question du service de la dette. Donc, il n'y a pas une réelle économie structurée entre la Chine et l'Afrique, mais dans tout je dirais, ce panorama assez sombre, il y a quand même un espoir, parce que il y a cette volonté de créer une nouvelle dynamique en opposition à la domination américaine à travers donc les BRICS, donc qui est composé de la Chine bien évidemment, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, du Brésil et de la Russie. Et je vous ai tout à l'heure dit comment l'Afrique du Sud, 20% des transactions avec l'Afrique passent par le port de Durban. Et donc, les BRICS, ils ont lancé une nouvelle banque à 6 milliards, et cette banque est financée à parts égales par les pays membres. Et ces pays membres constituent 25% de la production mondiale et 41% de la population mondiale. Donc, c'est quand même une bonne opportunité pour l'Afrique avec l'Afrique du Sud. Il s'agit maintenant de ne pas tomber de Charlie dans Scylla, mais que l'Afrique du Sud arrive à regrouper les autres pays africains dans un projet, dans une vision, dans un panafricanisme qui permet de déterminer cette volonté de puissance de l'Afrique pour que l'Afrique puisse peser en tant que continent, en tant que union politique et économique dans cette nouvelle dynamique du BRICS, parce que c'est une démarche qui permet justement de dédollariser l'économie mondiale pour que les États-Unis n'utilisent plus leur planche à billets du dollar pour pouvoir imposer, n'est-ce pas, leur superpuissance au reste du monde. Donc, c'est une nouvelle dynamique qui s'offre à l'Afrique, mais il faudrait que les Africains puissent, comme l'a dit tout à l'heure Dr Songo et notre panéliste, l'Afrique doit prendre son destin en main, avoir une vision, avoir un projet, avoir une volonté de puissance, et c'est seulement par ça qu'on pourrait équilibrer dans cette opportunité du BRICS le poids de pondération de l'Afrique dans cette nouvelle dynamique. Autrement, si nous sommes toujours divisés, nous restons dans les enclos coloniaux, et bien évidemment que les Chinois vont rester dans leur dynamique d'exploiter les matières premières et de pouvoir
nous construire quelques infrastructures, quelques stades, quelques routes qui finalement n'auront pas également le transfert technologique nécessaire parce qu'ils vont faire la même chose qu'ont fait les Occidentaux. Alors, ce qu'il nous faut aujourd'hui, et pour pouvoir terminer là-dessus, nous devons nous inscrire dans cette dynamique économique que l'économiste britannique qu'on appelle Keynes, John Maynard Keynes, a déterminé en économie. Nous l'appelons la théorie keynésienne, qui détermine l'économie sous 4 éléments essentiels qui sont la consommation, l'investissement et aussi et surtout la dépense de l'État. Ces éléments-là sont assez fondamentaux pour déterminer ce qu'on appelle la demande globale. Et cette demande globale passe aussi absolument par une diversification de nos investissements. Et c'est à cette seule condition que l'Afrique pourrait justement contrôler, n'est-ce pas, son pouvoir économique. Et ce pouvoir économique, c'est justement ce qui, en termes d'effet miroir, d'effet d'osmose, se rejaillit sur la population pour élever le niveau de vie en termes de pouvoir d'achat. Donc, il y a un réel besoin, une réelle vision, un nouveau leadership qu'il faut avoir sur ce sujet. Et je pense que nous disposons des intelligences nécessaires en Afrique pour le faire. Il demande tout simplement de la volonté politique. Merci Thielou Lawson, docteur Lagmé, pour en finir avec ce sujet. Une nouvelle dynamique, de nouvelles pensées, de nouveaux partenariats, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle façon de faire les choses. Est-ce réellement possible? Les pays africains donc, qui ont été ciblés par cette première escale africaine pourront-ils tirer leur épingle du jeu dans cette optique? Docteur Lagmé, vous êtes avec nous? Oui, j'ai été coupé. Quel problème de connexion. Bon, je n'ai pas écouté la question. Je ne sais pas si vous pouvez recommencer, s'il vous plaît. Alors, je disais, on parle de nouvelles dynamiques pour sortir totalement de ce sujet, de nouveaux partenariats, d'une nouvelle façon de faire les choses. Est-ce que les pays africains qui ont été ciblés par cette première escale africaine de Qin Gang, le nouveau ministre des Affaires étrangères en Chine, pourront-ils tirer leur épingle du jeu et peut-être instaurer une nouvelle façon de fonctionner? Bon, dans une coopération, il y a toujours des négociations. Et il y a toujours des manières, n'est-ce pas, de voir dans quelle logique évoluer pour pérenniser effectivement la relation entre deux États qui coopèrent. Donc, M. Ging, dans sa logique de tourner à l'Afrique, il faudrait l'analyser, n'est-ce pas, sur un plan beaucoup plus réaliste. En réalité, pour la Chine, moi je pense que cette tournée, c'est d'abord de renforcer effectivement les liens que la Chine a toujours entretenus avec les États africains et en même temps de voir dans quels moyens retracer, n'est-ce pas, la ligne de la soie, c'est-à-dire la route géopolitique même de la soie de la Chine pour voir comment effectivement la Chine pourrait redynamiser ses relations avec l'Afrique. Donc la Chine entre dans une nouvelle sphère d'occupation parce qu'en réalité, les défis sont énormes vis-à-vis de ses adversaires internationaux tels que les États-Unis et l'Union. En même temps, il devient difficile de recevoir le docteur Lagmé sur la question. Peut-être essayer de se déconnecter et puis se reconnecter pour nous revenir. Et pendant qu'il essaiera de le faire, nous on change de cap, escale au Brésil à présent pour parler de cet envahissement qui a eu lieu le week-end dernier à la Cour suprême, au Congrès et également au palais présidentiel. Il s'agissait
de quelques partisans bolsonaristes, d'après ce qu'on a pu constater de ce côté-là. Et on en reparle ce matin, justement, en s'interrogeant sur qui pilote ces différentes manifestations, qui pilote donc cette tentative de déstabilisation du pouvoir du nouveau président Lula da Silva du côté des États-Unis, quand on sait que Jair Bolsonaro a été suffisamment pointé du doigt, mais celui-ci aurait fait une sortie dans laquelle il rappelle qu'il n'a rien à voir avec cela. En attendant de retrouver le docteur Lagmé ce matin, premier arrêt avec vous, docteur Songo. Quelle analyse est-ce que vous faites déjà de cette situation quand on sait également qu'entre Jair Bolsonaro et puis l'ancien président devenu nouveau président Lula da Silva, ça n'a jamais été réellement l'amitié folle, mais aussi on parle des États-Unis qui reviennent assez souvent dans cette petite guéguerre entre les deux. Oui, je pense que lorsqu'on met pied point par point les événements précédents, c'est-à-dire les événements qui ont précédé cette crise-là, on peut dire que ce qui est arrivé était présent et prévisible. Présent et prévisible, pourquoi? Parce que d'abord, primo, il faut dire que la société brésilienne aujourd'hui est une société fondamentalement clivée. C'est une société qui est clivée où nous avons plusieurs clivages. Nous avons le monde de la parole, le monde de la modernité, le monde des laissés pour compte, tant également sur le plan idéologique. La société brésilienne reste clivée et la preuve, les résultats de la dernière élection présidentielle où le président Lula s'en est sorti avec 50,9%. Vous voyez que à partir de ces résultats-là, on voit bel et bien qu'il y a eu une grande majorité des Brésiliens qui n'a pas voté pour lui. Donc, à partir de ce moment-là, la gouvernance, donc, au niveau de l'État devient compliquée parce qu'il sera difficile, n'est-ce pas, de mettre toutes ces personnes-là sur une même vision. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'investiture du président Lula. Oui. Et vous savez que d'après la tradition politique dans presque tous les pays, lorsqu'il y a eu alternance au niveau de l'État, le président sortant et le président entrant doivent s'embrasser, puisqu'il y a des traditions, il y a des coutumes qui doivent être fermées. On a vu que dans le cas d'espèce de l'investiture du président Lula da Silva, le président Bolsonaro, qui était le président sortant, n'y était pas, et il est parti avec ce qu'on appelle la charte présidentielle. Ça veut dire qu'on a investi le président Lula sans toutefois lui élaborer, n'est-ce pas, ici, la charte présidentielle. Donc, ça montre qu'en réalité, le président Bolsonaro n'avait pas jusque-là reconnu ou accepté sa défaite. Le président Bolsonaro ne reconnaissait pas le président Lula comme président légitimement élu. Donc, cela présageait déjà des lendemains sombres. Et autre chose également qu'il faut mettre en exergue, c'est quoi? C'est qu'il y a ce qu'on appelle un parallélisme entre les événements qui s'étaient passés aux États-Unis le 21 janvier 2021, lorsque le président Biden a été élu, avec l'irruption des forces de Donald Trump dans les représentations démocratiques du continent américain, avec ce qui s'est passé du côté du Brésil, parce que nous sommes dans le même continent. Donc, vous allez donc voir qu'il y a cette prolifération de l'extrémisme dans ce continent-là, où certaines personnes pensent que la violence a sa place dans la politique. La violence a sa place dans la politique. Donc aujourd'hui, on voit que le monde n'est plus à l'abri de la violence. Le monde n'est plus à l'abri, n'est-ce pas, des pratiques démocratiques. Vous voyez que ce ne sont pas n'importe quel pays qui sont attaqués, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Brésil. Donc, lorsqu'on met tout ce que je viens de mettre là sur la table, on comprend donc que c'était présent et prévisible. Le problème, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que cet acte-là ne peut pas passer comme un épiphénomène, parce que c'est un symbolisme, non seulement au niveau de la société brésilienne elle-même, mais aussi au niveau mondial,
où on arrive, où on voit comment certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec d'autres personnes, je parlais tout à l'heure du monde de la parole, c'est-à-dire le monde de la parole est de plus en plus en train de disparaître. À partir du moment où tu ne penses pas comme l'autre, ça devient un problème. Donc, on ne peut pas accepter au XXIe siècle des pareilles pratiques qui réduisent encore, qui rétrogradent encore la société vers 50 ans en arrière. Donc, moi, je pense que le Brésil aujourd'hui est presque victime de sa politique intérieure, une politique, n'est-ce pas, qui est fondamentalement clivée. Le Brésil est clivé aujourd'hui, une politique qui ne prend plus en considération certaines valeurs. Et l'autre enjeu qu'il faut également mettre sur la table, Madame Mandone Begoudé, c'est que on est quand même surpris parce que quand on voit Bolsonaro, c'est quand même quelqu'un qui n'était pas un ami des États-Unis, du Canada, etc. Bref, de ce que j'appelle souvent le bloc occidental, parce que ces pays-là ont fait une sortie pour condamner ce qui s'est passé. Bolsonaro lui-même, qui est sorti pour condamner ce qui s'est passé, il ne peut pas se désolidariser de cet acte-là, parce que à partir du moment où il avait refusé de prendre part à l'investiture du président Lula da Silva, c'était déjà un indicateur qui montrait montrait, n'est-ce pas, ici à ses turiféraires, c'est-à-dire à ses supporters, que lui, il n'a pas reconnu l'élection du président Lula et il entre dans un combat clandestin. Donc moi je pense qu'aujourd'hui cet acte-là est plutôt le reflet, l'expression, n'est-ce pas, d'une crise démocratique même qui marchait jusque-là, l'expression même de l'irruption de la violence en politique. Comme pour dire qu'en réalité, la démocratie n'est pas souvent un terminus, c'est-à-dire un projet qu'on peut construire une fois pour toutes. La démocratie reste un processus qu'il faut à chaque fois, n'est-ce pas, adapter et consolider selon le temps et selon l'espace. Merci Dr Sango. Le président Lula da Silva à Araraquara pour prêter main forte aux populations qui étaient victimes de ce côté-là d'inondations, je pense bien. Pendant ce temps, des émeutes ont donc eu lieu dans ces trois institutions. Je parlais de la Cour suprême, le Congrès, mais également le palais présidentiel. À entendre l'analyse du Dr Sango, Thierry Lawson, Jair Bolsonaro est le coupable parfait puisqu'il s'agit de ses partisans, de quelqu'un qui n'a pas assisté à l'investiture du président Lula da Silva, mais aussi au regard de ces différentes sorties pendant l'élection présidentielle et après. Il ressemble au coupable parfait, mais on voudrait quand même voir, en fait certains analystes voudraient quand même voir une présence états-unienne derrière ces actes-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une situation assez symptomatique du point de basculement. Vous voyez, que nous voyons et que certains penseurs ou philosophes appellent le post-modernisme, c'est-à-dire l'ère du soupçon. Et je suis heureux quand même d'entendre Dr Sango revenir sur la question de la démocratie, parce qu'il faut d'une certaine manière aussi le poser cette grille de lecture à l'Afrique et aussi au changement politique ou au long règne que nous voyons également en Afrique. Alors pour revenir au Brésil, oui, dans un premier temps, on peut dire oui, Bolsonaro est responsable de cette situation, ses partisans, mais il faut aller au-delà de cette analyse. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure du point de basculement. En réalité, ce qui s'est passé au Brésil, et Dr Sango a établi ce parallélisme avec les États-Unis, avec le mouvement de Trump, est plus révélateur d'une situation plus profonde. Il y a une volonté, il y a une montée
de l'extrémisme, du racisme et aussi du refus de la démocratie, du refus de l'état de droit. Parce qu'un certain groupe de personnes, sur une base raciale, considèrent, et donc on revient complètement en arrière, et c'est pourquoi on parle du postmodernisme, parce que quand on a annoncé au début du siècle les grands récits, les méta-récits qu'apportait le progrès, la technologie, le communisme, le capitalisme, on pensait sortir du bois avec une certaine évolution de la société humaine ensuite par rapport à la notion de droit et de démocratie. Mais avec la volonté des trumpistes pour l'assaut du Capitole, pour renverser des élections libres et démocratiques aux États-Unis, et on voit donc que c'est ce qui se reproduit quelque part au Brésil. Nous sommes donc dans une dynamique, dans un mouvement de rejet de ce qui fait quelque part le sens même de l'évolution des sociétés humaines. Alors la notion de liberté, la notion d'égalité, la notion de droit, dans une société est remise en cause parce qu'il y a un groupe sur la base de la race, sur la base des intérêts, se voit plus important que les autres, veulent conserver le pouvoir, modifier les lois et soumettre les autres, la masse de la population, à une forme de domination. Donc on revient à l'autoritarisme, on revient à la dictature, avec toutes ces conséquences de refus de droit, de non-respect des droits de l'homme, et qui va péricliter également des questions économiques. Donc je crois qu'il faut peut-être élever le débat à un niveau pour comprendre, pour lire ce qui se passe et regarder cela, regarder l'Afrique à la grille de ça, pour comprendre que ceux qui remettent en cause la démocratie, ceux qui remettent en cause les principes fondamentaux de la démocratie, c'est-à-dire l'état de droit, le respect des droits humains, le respect de la volonté des populations à travers le droit de vote, eh bien, nous plonge quelque part dans un monde qui va devenir de plus en plus dangereux parce qu'on revient à la jungle où c'est le plus fort qui a raison, c'est la loi de la jungle qui va s'imposer et ça va être un recul pour l'humanité. J'ai quand même l'espoir que au Brésil, avec le président Lula qui représente la gauche, qui représente un certain idéal de la société où l'éducation, la santé, sortir la masse de la pauvreté est un idéal pour lui, malgré toutes les tribulations qu'il a suivies, la prison, la casse-prison, la corruption, etc. Il est revenu au pouvoir, c'est quand même quelque chose d'absolument phénoménal qu'il a réussi. On espère que cet espoir d'un monde meilleur, d'un monde égalitaire va préserver, et aussi aux États-Unis, les trumpistes n'auront pas le dernier mot et que les valeurs fondamentales de démocratie, de liberté, de respect des droits de l'homme puissent gouverner nos sociétés. Merci Thielou Lawson. Docteur Sango, il faut dire qu'en attendant, il faudra tout de même, puisqu'une enquête a été ouverte, et d'ailleurs le président Da Silva rappelait qu'il fallait absolument que justice soit faite et que les responsables soient retrouvés, traqués. C'était pratiquement ses propos. À un moment, il faudra tout de même faire la lumière là-dessus. Je vois que dans nos différentes analyses, et oui, on évite la présence occidentale dans cette comment dire, dans cette émeute, dans ce petit carré, dans cette scène, mais il va falloir un moment finalement faire la lumière. Oui, je pense que la grille de la présence occidentale doit être un peu secondaire. On ne doit pas trop privilégier la grille de l'intervention occidentale, parce que lorsqu'on voit sur le plan idéologique, entre Bolsonaro et Lula da Silva, je pense que
Lula da Silva serait un tout petit peu en phase avec la dynamique occidentale. Ah bon? En dépit de certaines divergences. Moi, je pense qu'on doit plutôt privilégier, n'est-ce pas, ici la responsabilité intérieure. Parce qu'en réalité, quand même, on ne peut pas dire que les institutions brésiliennes ne sont pas des institutions sécurisées. Oui. Il y a quand même la garde présidentielle, il y a quand même les forces de l'ordre. Comment est-ce que quelqu'un peut se lever, un groupe de personnes peut se lever et atteindre aussi facilement les institutions de la République. Donc moi, ça va vraiment préparé alors, parce qu'on rappelle que le président brésilien a été absent à ce moment-là. Effectivement. Donc moi, je suis en train de privilégier la grille intérieure de la responsabilité intérieure pour dire que il peut se poser une question de complot, oui. D'accord, entre ces agents de la sécurité et ces acteurs de la violence. Parce que la facilité avec laquelle ces personnes-là ont, n'est-ce pas ici, envahi les trois représentations du pouvoir, il faut le dire, exécutif, législatif et judiciaire, oui. Pose un tout petit peu problème. C'est pour cela que la politique de l'impunité ne devrait pas, n'est-ce pas ici, tenir là-bas. Il faudrait que cette enquête-là puisse véritablement se tenir pour que les responsabilités puissent être établies. Qu'on sache vraiment qui a fait quoi, qui a donné l'alerte, etc., pour que cela ne puisse plus se répéter dans l'avenir. On a vu comment ça s'est passé du côté des États-Unis. On a jugé ces personnes-là. Donc, le Brésil aujourd'hui doit s'orienter vers cette dynamique-là pour que cette enquête-là puisse servir, n'est-ce pas, d'exemple pour la dissuasion des personnes qui seraient tentées également de faire la même chose que ces partisans de Bolsonaro. Thierry Lawson, est-ce que ces différentes actions ou alors ces tentatives de déstabilisation pourront avoir raison du gouvernement ou alors même des différents projets du président Lula da Silva? Il faut rappeler quand même que c'est une froideur qui existe depuis longtemps entre les deux. Jair Bolsonaro avait promis de rester calme après l'élection présidentielle. Ceci peut être vu comme une tentative d'insurrection, une tentative de déstabilisation du pouvoir. Est-ce que cela peut avoir raison justement du pouvoir de Lula? Il faut rester toute proportion gardée assez optimiste. Je crois que Lula représente, de par son parcours, il faut rappeler que c'est un syndicaliste. Ses mandats précédents ont permis quand même de sortir beaucoup de Brésiliens de la pauvreté. C'est quelqu'un qui porte les valeurs de gauche, les valeurs d'humanisme, les valeurs de partage, de santé pour tous, d'éducation, une certaine vision de la société qui, justement, est battue en brèche par une droite dure, radicale, raciste, et qui, de plus en plus, n'accepte plus les principes fondamentaux de la démocratie. C'est-à-dire le vote. On voit par exemple les républicains aux États-Unis qui veulent supprimer le droit de vote pour certains types de populations, nécessairement les Noirs américains, et d'autres fantasmes. Et donc on remet en cause des acquis qu'on pensait être des acquis sociaux, des acquis politiques, des acquis de bon sens d'une société apaisée. Et on a l'impression qu'il y a un balancier qui veut nous ramener je dirais, au desiderata du siècle précédent, où c'est le plus fort, en tout cas, ou des formes d'oligarchie ou de monarchie, où un groupe de personnes s'accapare justement des biens de l'ensemble et soumet la majorité à des formes d'esclavage qui ne dit pas son nom. Donc, on a quand même espoir que les institutions brésiliennes seront assez fortes pour pouvoir mener cette enquête, établir les responsabilités et punir
ces personnes qui pensent qu'ils peuvent se mettre au-dessus de la loi. De ce point de vue, il n'y a pas de crainte à se faire. Ce qu'il y a, c'est la complicité tacite de certains membres des forces de l'ordre. Généralement, vous savez, les principes de la droite, c'est l'ordre, c'est la discipline, c'est l'organisation, l'ordre, la discipline. Donc, c'est l'armée, c'est la police. Et c'est généralement des gens qui sont acquis à la cause droitiste et on voit leur complicité manifeste dans le cantonnement, en tout cas dans la maîtrise de la situation sécuritaire, que ce soit au niveau du Capitole aux États-Unis, avec Trump lui-même à la tête, ou encore ici au Brésil, on a vu le laxisme de ces membres des forces de l'ordre. Je crois que très rapidement, il va falloir peut-être agir rapidement, prendre des sanctions et faire en sorte que la justice, n'est-ce pas, puisse faire tout son travail et établir donc les responsabilités punies qui doivent. Mais au-delà de ça, il y a un réel problème aujourd'hui qui se pose à la société. Vous voyez, le fait que certains groupes de personnes, essentiellement blancs, avec une certaine idée de la suprématie, veulent avoir les leviers du pouvoir dans la société, imposer leurs diktats, protéger leurs intérêts et traiter de façon inhumaine les autres. Donc, on revient à la case de départ. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous passons, en tout cas certains philosophes l'ont évoqué, à l'ère du soupçon, à l'ère de la déconstruction, au postmodernisme, qui mérite d'être analysé, en tout cas de façon tout à fait objective par rapport à l'évolution sociétale, mais aussi politique des différents pays, et notamment en Afrique, pour le panafricanisme que nous pensons, tout en, d'une certaine manière, soutenir des régimes qui sont des régimes de dictature, des régimes d'oligarchie qui gardent le pouvoir pendant des années et qui, quelque part, ne permettent pas la redistribution du bien national à l'ensemble des populations pour créer les conditions de vie décentes pour chacun des membres de la société. Donc, c'est un vrai débat de fond, un débat philosophique, un débat politique, mais aussi un débat des droits et du droit de vote, comment nous prenons les décisions, comment nous choisissons nos représentants, nos leaders, et quelle forme justement de cadre démocratique nous devons utiliser, en tout cas évoluer avec. On va donc surveiller beaucoup la situation au Brésil, comment ça va évoluer, mais on a confiance quand même à Lula qui est un homme assez courageux, assez déterminé. Il a réussi il est revenu de loin, il a réussi à être réélu contre toute attente, il revient de loin de la prison, pourtant il a pu battre cette frange assez raciste du Brésil. Il faut aussi mettre les choses en perspective pour comprendre quand même que le Brésil aussi c'est un pays esclavagiste. Toutes ces structures aujourd'hui, c'est des structures qui ont, je dirais, des ramifications qui remontent à l'esclavage. La plupart des Africains qui ont été déportés étaient déportés vers le Brésil et les Noirs brésiliens n'ont jamais eu la chance justement d'être assez représentatifs dans cette société. Donc c'est une société assez divisée, assez racialisée, assez raciste, où les descendants de ces esclavagistes veulent toujours quelque part avoir la main, avoir le contrôle et ne pas pouvoir établir des relations d'égal à égal entre les hommes et les femmes. Donc il y a la question de la justice, la question de l'égalité, la question de la liberté qui se pose aujourd'hui et qui est une équation à résoudre au regard justement des intérêts économiques en jeu. Terminé, Dr Sango, un dernier mot sur la question: quelle devrait être la meilleure attitude du président Lula da Silva face à tout cela? Oui, la meilleure attitude, c'est de rester serein
de ne pas s'inscrire vers la politique de revanche. Oui. Parce que Lula, c'est quelqu'un qui s'est toujours positionné comme le porte-parole des couches sociales défavorisées, contrairement à Bolsonaro, qui se positionnait comme le président des riches et des couches moyennes. Donc je pense que face à cette crise-là, le président Lula doit plus afficher sa sérénité pour la résoudre avec beaucoup de tact. Parce que déjà, nous l'avons indiqué ici, la société brésilienne, c'est une société qui est fondamentalement divisée aujourd'hui. Et le président Lula devrait, n'est-ce pas, ici, chercher à mettre sur pied une politique qui doit chercher à prendre en considération tous ces clivages-là. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui du côté du Brésil. Le danger serait de privilégier une position au détriment de l'autre. Il doit se positionner comme le président de tous les Brésiliens, en dépit de certaines divergences qu'on peut observer dans les avis des uns et des autres. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir participé à ce programme. Nous avons fait un arrêt sur l'actualité qui met en exergue le nouveau ministre des Affaires étrangères en Chine, qui a une tournée africaine qui a démarré le 9 janvier dernier. Celle-ci s'achèvera le 16 janvier prochain. On s'interrogeait sur les enjeux, bien sûr, d'une telle tournée dans plusieurs pays africains, notamment l'Angola, l'Égypte, le Bénin et bien d'autres. On a terminé par parler des émeutes au Brésil. Merci au docteur Sango qui était sur ce plateau. Je n'oublierai pas Thier et Lou Lawson du côté du Canada. Je rappelle, analyste politique, économiste et président du mouvement panafricaniste Pyramide. Le docteur Lagmé qui a fait un crochet avec nous, enseignant à l'université de Douala, géostratège et géopoliticien. Restez en compagnie de nos programmes. Tout cela se poursuit sur nos différents médias. Au revoir à tous.